espace concentré, sentiment d'être dans les catacombes avec les premiers chrétiens, pour une aventure qui connaîtra un développement fantastique, mais qui a commencé, il faut bien dire, tout petit, et avec évidemment cette perspective à la fois de l'isolement, du péril, de l'incompréhension, qui est commun au moins de ce point de vue-là entre l'expérience poétique et le lancement d'une religion planétaire. Allons-nous connaître, à partir de ce petit lieu, en quelque sorte catacombien, la même réussite? Voilà ce que l'avenir nous dira, hein. Mais la poésie, comme le christianisme, est organisée pour durer longtemps. S'agissant de la poésie, donc je vais pas faire une conférence avec ce que ça implique de structure. On va rester plutôt dans quelque chose qui serait de l'ordre de la causerie, de l'évocation de certains points, et on verra ce que ça donnera. L'expérience de la poésie est évidemment déjà l'expérience de l'absence de poésie organisée dans le monde, l'absence de visage poétique, l'absence d'écoute poétique, l'absence d'enseignement poétique au sens premier du terme. Je ne dis pas que rien n'existe sous ce nom, mais si on se dit un moment où en est la poésie et où en suis-je moi, poète par rapport à la société qui m'entoure, au-delà même d'un cas individuel, il faut bien connaître que la poésie a disparu comme catégorie du comportement humain des jours ordinaires de la société. Il n'est pas vrai que ça a toujours été comme ça. On n'a pas besoin de remonter à Homère pour se rendre compte qu'il y a eu un moment où le poète était connecté avec un public qui, par son intermédiaire, touchait à certaines choses qu'on appelait parfois l'ineffable, parfois le mystère et parfois simplement la beauté du monde, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pare-feux qui établissent des difficultés supplémentaires. La difficulté principale, évidemment, étant l'acte poétique, mais les difficultés supplémentaires n'étant pas liées forcément à l'exercice de la poésie, se trouvent dans la société. J'en vois plusieurs. Une de ces causes, c'est évidemment l'absence de toute diffusion ou de tout enseignement poétique à l'école. Je pèse mes termes en disant ça, parce que je sais bien que dans les programmes, l'hypothèse de la poésie est toujours présente. Mais quand on voit ce que c'est, non pas dans les programmes, c'est-à-dire comme énoncé, mais dans les faits, ce que rapportent, ce qu'étudient les élèves des nouvelles générations en classe, on peut dire qu'on a remplacé la possibilité d'étudier la poésie, ou de l'apprendre, ou de s'initier, ou de se former l'oreille, parce que c'est très important l'oreille pour la capter, par des choses qui, parfois, sous le nom de rap ou de chansons, parfois, soit par confusion entre des bouts rimés et la poésie, hein, parfois simplement parce que la peur de ne pas être compris pousse à aller vers le plus immédiat, le plus transparent, le plus prosaïque. Hein. Et comme disait Mallarmé, la prose du monde ne produit pas de poèmes. Et aussi, sans doute, pour une raison qui renvoie à l'expérience de chacun de nous, c'est que le cœur de la poésie est en nous, dans notre rapport au monde, à partir d'un transmutateur qui n'est pas le regard, qui n'est pas la sensibilité. Le regard et la sensibilité, évidemment, jouent un rôle important, mais qui est la mémoire. Il faut dire que le royaume de la poésie, c'est la mémoire. Je crois que si j'essaye d'expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit, à travers notamment ma propre expérience, c'est cela que je dirais en premier lieu. Alors évidemment, quand on dit mémoire, il faut se comprendre. Au moment où je vous parle, bien entendu, comme pour chacun de nous, ma mémoire est engagée. D'abord parce que je me souviens parfaitement de qui je suis, où nous sommes, qui est Madame Dehaies, qui est Madame Jadot, qui sont les gens qui viennent à cette rencontre. Je me souviens parfaitement du sujet, certains vers peuvent me venir à l'esprit, etc. Je
parle, ce qui est plus fondamental, je parle appuyé sur la mémoire longue qu'on appelle la langue. Un amnésique total ne serait même pas un animal, il serait quelque chose de minéral. Nous, par le simple fait que nous parlons, nous disons j'appartiens non seulement à la mémoire de toute ma vie depuis l'apprentissage du langage, mais à la mémoire de toute la culture, de toute la civilisation qui a produit. Donc je suis, ma parole, elle va plus loin que mon souvenir de la première fraise tagada ou du premier baiser, elle va aussi loin que remonte le langage, et aussi loin que remonte la langue française en tout cas. Mais tout cela, qui va sans dire et qui, peu ou prou, est vrai pour chacun d'entre nous, ne règle pas la question de la mémoire quand je dis le royaume de la poésie, c'est la mémoire. Je pense à quelque chose de plus particulier qui tient sans doute au fait que nous sommes amenés, et particulièrement sans doute au seuil du poème ou au seuil d'une écriture poétique ou d'une expérience poétique ou d'une impression poétique, nous sommes amenés à certains moments à recevoir des rappels à l'ordre, des petites secousses, ce que j'appelle, moi, faute d'un meilleur terme, des déclenchements. Quelque part, par l'odeur, par la parole, par le regard, par une photo, on va revenir à ce que peuvent être les déclencheurs, par une marche, par une association d'idées. Tout d'un coup, quelque chose se connecte sur plus fort que nous, plus grand, et forcément qui a eu lieu dans la réalité ou dans cette réalité imaginaire que peut être la pensée ou le rêve, et qui tout d'un coup est présente avec sa connotation de passé, et j'ai envie de dire, mais on va y revenir, de passé merveilleux, est présente dans le sentiment du présent. Qu'est-ce que c'est le présent au fond? C'est ce petit tremblement de notre vie, avec l'énorme appareil, l'énorme dispositif, l'énorme onde sonore, l'énorme sillage lumineux que notre passé nous apporte et par lequel il nous pousse dans le dos pour avancer. Mais ce passé n'est pas fait de souvenirs, il est fait de systèmes alternatifs. Notre passé, évidemment, est du temps continu. Si nous avons vécu 50 ans, notre passé, c'est 50 ans fois le nombre de jours, le nombre d'heures, etc., bien sûr. Mais de ce passé-là, il n'y a rien à dire. De ce passé technique, de ce passé mécanique, de ce passé biologique. Le passé qui compte et qui peut être facteur de déclenchement poétique, c'est le passé des moments forts. Je reconnais, moi, un déclenchement d'impression poétique, cette espèce de zone érogène de la proximité de l'écriture ou du poème, en général, à ce que j'appelle le ravissement, c'est-à-dire au fait que ce qui commence à sourdre, à remuer, comme de l'eau sous la glace, et qui annonce cette espèce de retour de la mémoire vers quelque chose de plus fort qu'elle-même, et c'est toujours une mémoire heureuse. C'est très singulier, je ne sais pas si tout le monde dirait, mais nous n'avons pas, ça va sans dire, que des souvenirs heureux. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons essuyé des échecs et tout ça. Et pourtant, le déclenchement poétique, cette espèce de remuement de la mémoire sourde qui va ou qui veut devenir poème, est toujours lié à un sentiment de bonheur. Comme si le bonheur était la clé pour transformer le malheur de toute vie ou l'insatisfaction de toute vie en un instant plus précis, plus précieux que les instants ordinaires, et par là nous est signalé le rapport poétique en train de naître. La deuxième chose, c'est que puisqu'on est entre la vibration du temps présent et l'appareil de la mémoire, c'est que la poésie naît, je pense, c'est quelque chose qui n'a peut-être jamais été dit aussi simplement, et on va revenir à la simplicité qui est un élément important de notre rapport à la poésie, qui n'a peut-être jamais dit aussi simplement, parce que c'est une évidence, mais comme très souvent les évidences, il faut les explorer pour les comprendre. La poésie, et peut-être la mémoire heureuse, naît du rapport de la conjonction, du court-circuit peut-être, entre deux temporalités, entre deux moments temporels. Je crois que je n'imagine pas d'écrire
un poème qui ne dirait pas le présent mêlé au passé. Très souvent, quand je relis ou quand je travaille un poème, je me rends compte qu'il y a par exemple, ce qui est un signe, c'est pas un fait en soi, qu'il y a un passage assez fréquent du temps passé, au sens verbe, au temps présent. Quand un imparfait, et puis quelque chose bouge, hein, quelque chose se déplace comme un bloc, et on est dans le présent. Hein. Mais ce présent et ces imparfaits ne sont pas arbitraires. Ils disent, dans mon exemple, hein, ça peut être d'autres temps que cela, ils disent le rapport disjoint, hein, un petit peu comme ces masses de glace lors de la fonte des glaces qui est sur la mer, qui poussent, se rejoignent, s'éloignent, etc. Le rapport disjoint entre deux moments qui se donnent sous les mêmes apparences, sauf qu'on sait bien que la seconde est, ou on peut soupçonner que la seconde est une réplique de la première, que quelque chose tout d'un coup se remet en branle et redit le moment clé du passé avec les moyens et le système de déroulement du présent. Pour vous le faire entendre, je me suis dit que vous m'autoriseriez à faire quelque chose que je ne fais pas souvent, peut-être que je ne fais jamais, c'est de lire quelques éléments de ma propre écriture. J'ai un livre ici dont je peux dire qu'il n'est pas encore sorti, puisqu'il paraît officiellement dans 10 jours, hein, qui est un livre qui s'appelle Belgique au pluriel, cet éternel retour, qui est un recueil de 15 nouvelles ayant un rapport de proximité, éloignement, éternel retour avec la Belgique pour un narrateur qui me ressemble et qui n'est pas exclusivement belge, puisque j'ai un rapport double aussi à ce pays et à mon autre pays qui est la France. Et dans la première des deux lectures que je voudrais vous faire, quelque chose est sans être explicite, parce que l'explicite tue parfois l'impression et la sensibilité, dit cette espèce de confusion sans ligne de partage claire entre le présent et le passé. De quoi s'agit-il, en tout cas, dans ce petit texte, ce petit récit qui s'appelle Miroir mobile? C'est un voyage en train entre deux villes assez rapprochées, une étant Louvain et l'autre étant Bruxelles, hein, dans l'enfance et dans le présent, avec les parents et avec les parents morts, avec un intervalle qui sépare l'enfance de l'âge adulte déjà bien avancé. Alors, je vais vous le lire si vous permettez, et ça nous donnera peut-être l'occasion à la fois de déterminer où il y a matière poétique potentielle, où il y a ce que j'appelle zone érogène de l'impression poétique. Hein, parce qu'une zone érogène, on sait au sens premier ce que c'est une partie du corps qui, lorsqu'on le sollicite, fournit des impressions et des sensations en général agréables qui ne font qu'augmenter avec la précision des caresses ou du toucher. Mais une zone érogène de l'esprit, ça existe aussi, et dont les sensations et la précision ne font qu'augmenter avec la capacité d'aller plus loin, plus près, plus fort, plus profond sur quelque chose qui est en nous. Et voilà donc ce que ça donnerait. Il y a deux façons de voyager en train, dans le temps et dans l'espace. Chacune de ces deux expériences met en branle les grandes émotions de la vie. Je roule vers Bruxelles. C'est une opération magique. J'ai pris le même train que celui où nous montions, mes parents, mes sœurs et moi, dans le petit matin de la vie, muni d'un pique-nique et d'une gourde cabossée. Ce long train aux lumières allumées traverse la campagne neigeuse. Chaque compartiment est une alvéole dans lequel une image précise est logée, comme dans le chargeur d'un appareil de projection. Par des clics successifs, la crémaillère remonte ses instantanés au grand jour. J'ai des accès de voyance très brefs et très forts. C'est l'hiver, le visage du monde se reflète dans l'œil fixe du compartiment. On glisse assis au-dessus des ballastes, trônant au milieu d'un royaume d'étangs gelés, d'arbres en squelette et de toits lissés par la blancheur des sommets. Puis, s'arrachant à cette fascination, on tourne les yeux vers ses compagnons de voyage, les morts et les vivants. Et il y a une voyageuse qui lit entre ses coudes une tablette, un livre, et on constate qu'on s'est trompé, qu'il n'y a pas eu la guerre et la paix, ni les amours déchirés, ni la mort des autres, ni les poèmes perdus, ni le visage hideux de l'horizon qui se rapproche. Tout le bonheur est à venir et tout l'amour est à recommencer.
Libre dans mon corps d'enfant, je promène mon regard autour de moi. Je vois la vitre sale avec son imposte mal fermé, l'étiquette rouge qui se balance à l'anneau rectangulaire de la sirène d'alarme, les taches sombres et les coquilles d'œufs qui parsèment le sol gaufré. Je sens avec une acuité affreuse les coquilles qui craquent sous la semelle de mes sandales de cuir. Est-ce que les œufs durs faisaient partie du pique-nique préparé par ma mère? Je me rappelle surtout la substance pâteuse des sandwichs à la mayonnaise de poisson et l'odeur de tabac qui régnait dans l'habitacle et que mon père entretenait à l'aide d'un cigarillo. Dans le temps ralenti d'un train roulant en rase campagne, je traverse l'épaisseur des souvenirs. Il n'y a aucune frontière entre ces deux époques. La ligne courbe des paysages, traversée à petite allure, se déforme. J'enlève et je remets mes lunettes. Les choses prennent une curieuse intensité. Je reconnais des vaches, des prés, des étangs, des châteaux d'eau, des fils électriques, des usines désaffectées, des passages à niveau, des fenêtres fleuries, des routes des vallons. Et souvent même, la jolie cycliste aux cheveux flous dont je tombe amoureux durant une longue seconde avant d'être arraché à elle pour toujours. Les voyages dans le passé ne finissent jamais. Les trajets battus et rebattus contiennent les mêmes chances d'aventure que la première fois. Les masses soulevées par le déplacement de l'air découvrent des passages secrets, là où en apparence il n'y avait rien à attendre, et on passe la ligne invisible. Le train est l'absence de peur. Tant qu'il roule, tout va bien. Les promesses se déplient devant nous. Château, océan, ciel baisé, souterrain, arbres, torse, soleil, voie lactée. Je m'enfermais dans mes visions. J'étais un enfant secret, et pourtant je n'avais rien à cacher. Les chaos du rail me soulevaient, me téléportaient sur une planète idéale. J'étais en proie aux premières secousses d'une maladie chronique, aux premiers frissons de la fièvre de l'aventure. Elle avait l'odeur et la forme des trains, de tous les trains. C'est l'ébriété ferroviaire, un mal dont on ne guérit pas. Cette maladie subite a changé mon destin. Le rituel des gares, des guichets, des salles des pas perdus, des quais, des haut-parleurs, des sifflets et des freins a organisé ma découverte du monde. Je leur dois mon amour de la méditation, mon goût des voyages, ma fuite de l'Éden et l'hameçonnage de mes premiers bonheurs. Tout a commencé par ce modeste voyage entre Louvain et Bruxelles, dans un espace imaginaire où les noms improbables avaient l'air de sortir d'un film d'heroic fantasy. Nosegem, Herbsquerps. Les prétextes de cette expédition étaient toujours les mêmes. Une visite chez une tante aveugle, un goûter de réveillon fait de cidre tiède et de cœur au moka, un peu de patinage, une incursion le long des vitrines des grands magasins, parfois une gaufre chaude mangée debout devant un kiosque à journaux. L'aventure n'était pas dans la ville d'arrivée, mais dans les surprises du parcours, à la fois visibles et cachées, comme tout ce qui est précieux. Le périple était à la fois anodin et initiatique. Il essaie tout le temps de se perdre, de se retrouver. Parfois j'éprouvais une certaine angoisse à l'idée qu'il ne finirait jamais, il durait si longtemps. Je ne crois pas que ces trains de province étaient plus lents il y a 40 ans qu'aujourd'hui, ni que l'impatience qui pétille dans un cerveau d'enfant ait réellement pu modifier l'étalon de la durée. Il est possible que cette lenteur soit simplement la forme du défilement du passé dans le présent sans fin. Mais les trajets d'alors étaient interminables. On emportait des provisions pour ne pas mourir d'inanition, et les vivres venaient souvent à manquer avant le terme du voyage. Installé contre l'écran de la vitre, je vois se refléter à l'envers le visage penché de ma mère, plus irlandaise que nature, avec des yeux verts et des pommettes hautes dans ce miroir mobile et ondoyant. Ma mère, ma pauvre mère, à qui j'ai jamais parlé à cœur ouvert, à aucun moment de sa longue vie, et qui est tombée un jour face contre terre, sans avoir connu autre chose que des tâches et des rôles, et aucun mot d'amour. Je ne la regardais jamais de face, mais en reflet, le grain de beauté de sa joue gauche posé sous sa joue droite. Elle me tendait, d'un geste croisé, un petit pain mou, ovale, sucré, sans saveur, dont dépassaient les ailes tendres d'une tranche de jambon repliée. J'avalais la dernière bouchée en arrivant à hauteur de la gare de Scarbeck, dont l'apparat babylonien me faisait frémir. Mon père se réveillait en grognant, écrasait son cigarillo, déclenchant un mystérieux mécanisme, et le cendrier pivotait sur lui-même comme une benne de voirie, répandant sur nos chaussures une avalanche de suie, de mégots et d'emballages de chewing-gum. Ma mère entassait les torchons à carreaux et les gourdes dans le panier en osier, se levait avec une fausse aisance chaloupée et commençait à boutonner son manteau bleu des jours de fête, démodé et essayant, qu'elle porte encore, je suppose, dans l'éternité.
Aux approches de la ville, on ralentit, les essieux poussent un long grincement fatidique, l'œil se retourne, l'univers s'aplatit, et comme réveillé du charme par le claquement de doigts du magnétiseur, on glisse entre les quais souterrains de la gare centrale, on replie en quatre ses journaux, ses papiers, ses rêves, et on sort du temps. Voilà. Pourquoi je vous ai lu ça, outre que le fait que j'avais peut-être envie de vous lire quelque chose, de quelque chose de récent et qui sortait de moi, qui était encore chaud d'être sorti. C'est d'abord parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, ce texte n'est évidemment pas un poème, c'est un récit évocatoire, mais il constitue en même temps, à mon avis, un merveilleux réservoir d'éléments poétiques. Je ne dis pas qu'en soit une coquille d'œuf écrasée sur la semelle d'une sandale d'enfant, ou le cigario, ou le miroir qui reflète le visage renversé de ma mère, ou le paysage qui défile, ça. Soit des éléments poétiques stables, c'est-à-dire pouvant être isolés et pris un tel. Je dis simplement que j'y reconnais, un peu comme quand on traverse à gué une rivière, on pose les pieds sur une pierre et puis on saute sur une autre. Là. J'y reconnais les éléments, les jalons d'un passage à gué pour accéder à autre chose. La deuxième, c'est que la deuxième raison, c'est qu'il se marque assez nettement dans ce texte l'entrecroisement non explicite, mais très perceptible, du passé et du présent. Ce train qui roule, sans que ce soit dit à l'envi, comporte comme passager le narrateur, le personnage d'aujourd'hui, celui qui est le plus proche de moi, et une famille d'enfants et de parents d'il y a quelque chose comme 50 ans, qui est évidemment de même ordre et qui établit un rapport entre les expériences premières du voyage et quelque chose qui plus tard commencera pour moi à ressembler à l'aventure, mais qui a commencé par un trajet que je décris comme interminable, mais dont on sait, on peut vérifier qu'il durait environ 20 minutes, ou peut-être 25, compte tenu du fait que c'était un omnibus. La troisième, est peut-être la plus étonnante, car je ne l'avais pas prévue en commençant cette lecture, et je le constatais en vous lisant, c'est que il y a quelque chose, si le mot n'est pas trop fort, presque un peu comme un art poétique dans ce texte. Bien sûr, il parle de train, de voyage, de paysages, etc. Mais il parle aussi du dispositif invisible, du passage entre le visible et l'invisible, le passage entre le regard et les accès de voyance qui ne voient plus le paysage, mais qui voient sa signification, sa portée, et qui triche pour la vérité, puisque ce que voit le petit garçon qui dit « je » à certains moments, c'est ce que ce que verra, ce que sera le personnage adulte qui écrit. Et que donc les accès de voyance portent non seulement sur des visions latérales, des visions horizontales dans l'espace, mais aussi sur des visions verticales dans le temps ou vers le temps. Et donc ce train de la fin des années 60 comporte des captations des années ultérieures et transporte aussi, au même titre que les œufs, la gourde cabossée, les torchons de cuisine à carreaux et les personnages et le fumeur de cigarillos, ça transporte aussi de l'avenir, des blocs d'avenir captés comme par une sorte de Stargate, ramassés dans le temps, comme une sonde spatiale, comme si ce train du passé était une sonde spatiale pour aller capter des moments d'avenir. Je crois que cet élément-là est important. Ce qu'il n'y a pas dans un texte évocatoire de circonstances poétiques, c'est évidemment le poème lui-même, c'est-à-dire la façon dont se combine d'une manière beaucoup plus allusive, beaucoup moins explicite, et pourtant où l'émotion et l'impression prennent le relais de la compréhension intellectuelle directe, de cette combinaison, de cette crase qu'on dit en linguistique, entre le passé et le présent, entre des émotions éprouvées dont on se souvient et des émotions à venir dont on se souvient en flash forward, parce que le temps dans la mémoire, grâce à la mémoire, par l'appareil magnifique de la mémoire, est
euh, une totalité. Hein. C'est la même chose, sauf à avoir reçu un coup sur la tête ou à être atteint de dégénérescence cérébrale. C'est la même chose pour moi et sans doute pour vous, en tout cas quand je suis dans certaines dispositions d'esprit, d'être en 1980 ou d'être en 2020. C'est la même chose. Il n'y a pas le moindre espace. Parfois même, ressortant de cet état d'esprit-là, j'ai du mal à accepter tout d'un coup la platitude apparente d'un temps qui ne serait que lui-même, d'une rue d'Erichker qui ne serait que la rue d'Erichker, qui ne porterait pas des choses qui sont mêlées, des rencontres, des conversations, des visions, des baisers, que sais-je, tout ce qui fait une vie. Et y compris les sentiments d'angoisse, les souvenirs d'échecs, les blessures, la maladie, qui tout d'un coup, pris dans cette espèce de shaker tourbillonnant du temps repris par la mémoire, font apparaître leur côté scintillant et pas leur côté terne ou leur côté mort. Et donc il y a une sorte d'électricité du bonheur qui naît de cette combinaison et de cette connexion. Pour arriver à restituer ça, non plus en termes de récit, non plus en termes de narration ou d'évocation directe, mais en termes d'impression pure, c'est-à-dire qu'un poème, c'est notamment une sorte d'évocation dont on a retiré les raccords. Je pense que c'est ça. Les raccords n'étant pas nécessaires, hein, tout ce qui veut dire dans la prose du monde, le lendemain, en rouvrant les yeux, etc., ces raccords-là ne sont pas nécessaires. Ils prouvent dans la fiction narrative que ça ressemble au réel, mais la poésie ne cherche pas à ressembler au réel puisqu'elle est le réel, hein, puisqu'elle est notre perception du monde qui, lui, dans notre esprit, dans notre mémoire, n'est pas aussi organisée que ça. Prend les intuitions, les souvenirs, les associations d'idées comme des faits en soi, pas comme des promesses de faits, mais comme les faits eux-mêmes. C'est ça qui fait une spécificité, c'est que les impressions du poème, les impressions, les émotions, les associations sont données dans leur fusion, dans leur effervescence, et pas dans leur explication. Ce qui a le plus éloigné d'un poème, c'est le commentaire. Et je dirais, si je peux permettre de faire une pointe contre personne ou contre tout le monde, ce qui tue l'art moderne, tout domaine confondu, actuellement, parce que l'art moderne, tout domaine confondu, a mal, hein, il saigne, hein, c'est l'omniprésence du commentaire. Une œuvre, un spectacle, un livre, un poème, une musique, qui a besoin d'un accompagnement, on vous dit ce que vous allez voir veut dire ceci. Vous croyez que vous voyez un bloc de ciment emballé dans un torchon, mais en fait vous voyez le continent africain ligoté par la barbarie, etc. Tout ce qui fait que personne ne peut voir ça, mais quelqu'un vous dit c'est pas ça que ça montre, mais c'est ça que je voulais dire. Tout ce qui veut dire au lieu de le dire est non artistique, non poétique. L'art dit, il ne veut pas dire. Ou plus directement, l'art signifie, ou l'art montre, ou l'art donne, et ne veut pas faire. Il y a d'ailleurs quelqu'un que je n'aime pas, mais qui, pour une fois, est inspiré, qui est André Breton. On raconte qu'à un moment donné, on lui disait à propos d'un poème d'un de ses contemporains, mais il a voulu dire que, monsieur, s'il avait voulu dire, il l'aurait dit. Je pense que c'est une remarque... mis à part le caractère de cochon et autoritaire et dictatorial d'André Breton, je pense que c'est une remarque fondamentale. Si une œuvre d'art avait voulu dire, elle l'aurait dit. Si elle veut dire, c'est qu'on n'y est pas. C'est comme quand on rencontre des gens qui disent « j'ai un projet d'écriture », pas « je suis en train de travailler sur un livre », ce qui est très honorable, on est tous, mais « j'ai un projet d'écriture ». On sait déjà que on n'écrit pas avec un projet d'écriture. On écrit avec l'acte de l'écriture. On écrit avec le souffle d'écriture. On écrit aussi parce qu'on aime les belles choses, parce qu'on a lu des livres qui nous ont portés et que, plus ou moins consciemment, on a envie d'appartenir à la prolongation de cette expérience magnifique qui remonte presque au premier temps de l'humanité, au premier pas de l'humanité. Mais le commentaire, évidemment, c'est le contraire de là. Il faut l'opposé du commentaire. C'est d'une part
une certaine immédiateté, une certaine évidence, pas intellectuelle, mais émotionnelle, et peut-être aussi un retour, un regard, une référence constante à une certaine simplicité. Alors bien sûr, la simplicité en poésie, elle est relative. Les choses difficiles à évoquer ne donnent pas forcément un texte d'une simplicité sans nuance, d'une transparence à l'état pur. Il y a un travail d'appropriation de cet univers singulier qui peut être donné dans un poème. Mais la simplicité, ou la plus grande simplicité possible, est au cœur, je pense, de l'expérience d'écrire. Avoir une vision riche, y aller avec un cœur et des moyens et une volonté de dire simple, je pense que cela, c'est très bien, que dans les chipoteries, dans les fioritures, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de promesse. Il y a quelque temps, ma jeune fille, qui a 14 ans et demi, dont je me dis parfois que bien que rien en elle ne la rapproche de l'acte d'écrire un poème, elle a une nature, une perception du monde profondément poétique, me disait, à propos d'autre chose, elle devait faire une rédaction, je crois que ça ne s'appelle plus une rédaction aujourd'hui, mais nous savons ce qu'on appelle une rédaction, c'est-à-dire une narration scolaire, pas une dissertation, mais quelque chose qui raconte. Elle voulait raconter une arrivée à Honfleur un soir durant les dernières vacances. Et elle me dit, je voudrais dire que je suis arrivé sur le port d'Honfleur quand la nuit commençait à tomber, qu'il y avait certaines maisons qui étaient encore dans l'ombre et d'autres qui étaient déjà allumées, mais je ne sais pas comment le dire. Et je me suis dit, l'enseignement scolaire doit encore faire un petit progrès. Parce que ce qu'elle venait de me dire là, c'était non seulement l'information de contenu, mais c'était la façon dont elle devait le dire. Quand je suis arrivé sur le port d'Honfleur, je simplifie, je ne sais pas, le soir commençait à tomber, certaines maisons étaient allumées, d'autres étaient encore plongées dans l'obscurité. On peut après ça faire intervenir d'autres circonstances. Mais s'il ne s'agit que de ça, la simplicité merveilleuse est presque un truc pour dire le plus juste. Imaginons quelqu'un qui se dirait je ne vais pas dire ça, c'est trop simple, c'est trop bête. Et parfois, quand on ouvre des livres, on voit qu'ils ont été écrits par des gens qui disent je ne peux pas dire ça, c'est trop simple, c'est trop bête. Et donc, on lit des choses, je sais pas, j'invente, dans la secousse de l'après-midi finissant, tandis que les étoiles peu à peu perçaient le voile d'obscurité, j'apercevais dans le remuement de la mer quelque chose qui ressemblait encore à l'après-midi finissante. On se dit, bon, peut-être, il y a quelque chose à tirer. De toute façon, mon exemple, je l'invente, donc il n'est peut-être pas aussi mauvais que j'aurais voulu. Mais bon, parfois quand on cherche des exemples, on se dit soi-même, je vais quand même pas descendre trop bas. Donc on trouve mais n'empêche qu'on finit déjà par ne plus comprendre cette idée très simple qu'il ne s'agissait que d'arriver dans un port au soir tombant et d'être frappé par l'alternance des parties allumées et des parties encore sombres, ce qui est très bien. Ce qui me fait penser que ce type de phrase, celle que ma fille a fini par écrire, c'est peut-être ce qui fait que parfois il y a de la poésie dans des livres qui ne sont pas des poèmes et qui ne sont même pas écrits par des gens qui ont une dimension poétique. À certains moments, par exemple, dans les romans de Simenon, il y a des choses comme ça qui sont toutes simples et dont je me dis c'est de la poésie premier degré. Elle ne donne pas le secret du monde, elles ne disent que des choses singulières comme la saveur d'un verre de bière, mais c'est juste, c'est tellement juste que le regard sur le monde visible, sur le monde sensible que la poésie autorise et renouvelle est peut-être plus présent dans certains passages de romans supposés réalistes, parce que justement l'auteur ne cherchait pas à rater la réalité en la couvrant d'un nappage de crème chantilly, mais allait au cœur
de la question simple. Il échouerait sans doute, Simenon, pour parler comme Rimbaud, la présence d'un salon dans le ciel et d'un piano qui joue dans les nuages, mais pour évoquer un port de brume ou le soir qui tombe sur une petite ville, il est à la fois un romancier réaliste et un évocateur émotionnel qui touche déjà, par certains aspects, à la poésie. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose dont on peut se dire, c'est que la poésie n'est pas cachée dans les livres qui alignent des vers et des rimes. Parfois même, c'est là qu'on ne la trouvera pas, mais parfois, on la trouve là où on ne l'attendait pas, au contour d'un roman policier ou d'un grand roman d'évocation comme L'Arche du temps perdu, qui est une machine poétique prodigieuse où sans arrêt la mer devient la source d'une vision de la mer qui transporte toute et vérifie à la fois toute expérience personnelle qu'on peut avoir de nos expériences balnéaires. Je vais peut-être faire quelque chose pour prolonger un peu cette petite causerie autour de l'écriture d'expériences poétiques. C'est vous lire un autre petit extrait, peut-être plus court encore, de ce livre j'ai vu que qui s'appelle Atelier de la mémoire et qui est un récit ou un demi-récit qui évoque un ami absent, un ami disparu. Et l'expérience peut être intéressante parce que, à quelque temps de là, j'ai écrit sur le même sujet, et sans chercher à établir une relation entre les deux, un poème. Ce qui fait qu'on pourra peut-être voir, j'essaierai de me surprendre moi-même, si le passage entre l'évocation narrative et le poème conserve de sa transition une trace, et si ce saut dans le vide qu'est le passage au poème peut nous apprendre quelque chose dont on tirerait quelques fruits. Je ne vais ne vous lire qu'un petit passage de la deuxième partie. Il s'agit simplement d'évoquer une amitié entre deux personnes qui se retrouvaient chaque semaine dans le café pour parler de tout et de rien, et puis un des deux est mort. Un des deux qui s'appelait Jacques Muséquer. Est-ce encore un rêve, sans doute, mais il remonte plus loin dans le temps imaginaire. Il me ramène, par une promenade à travers quelques sentiers du bois, au début du printemps et au zénith de l'amitié. J'avance entre deux eaux, la réalité et la vision. Sur une place du quartier où nous habitions, Jacques et moi, à maigre distance, chaque semaine, à 9h, exactement 9h, je poussais la porte du café-restaurant L'Atelier, je jetais un coup d'œil circulaire, et l'homme avec qui j'avais rendez-vous était déjà là. Effusion rapide, menu du jour collé sur la vitre, pâleur gris pâle du jour naissant, arrivée de la patronne avenante, café et croissant, parfois chocolat chaud, pour lui parfois 2 tasses d'expresso d'avance pour moi. Nous n'avions pas achevé de prononcer les derniers mots de la commande, que l'entretien, sans commencement ni fin, démarrait, tout était bon. L'affaire Dreyfus, le cinéma de Woody Allen, le renouvellement politique en Espagne, l'imposture du nouveau roman, le centenaire de l'Académie, l'art du portrait en buste à la fin du XIXe siècle, l'importance du TGV dans le rapport à l'Europe, les parents incompétents, la vie à Heidelberg, le droit à l'héritage, le rôle du sandwich dans le travail de l'esprit, les secrets perdus de l'usage du tabac, la nécessité de n'accorder à l'argent que le strict temps nécessaire. Comment une vie réussie est toujours une vie d'expédient. La sociologie des chiens, des chats et de leurs maîtres, les progrès techniques dans les cambriolages, une opération main propre de l'édition, les routes de la soie, la conduite des musiciens de film durant la dernière guerre, le syndrome des défilés de mode, Anvers, ville quadruple, la disparition des voitures, l'usage philosophique de la musique de chambre, le rapport entre les langues qu'on parle et les langues qu'on écrit, l'importance du mensonge dans les relations sociales, le journalisme sportif comme moteur culturel, le style universel de la vie bruxelloise, Orange Mécanique, la politique au bord du lac Léman, la fin du camping sur la tente. Ce sont quelques-uns des sujets que nous avons évoqués au cours du lent et tâtonnant démarrage de l'année 2020 dont il n'a pas connu la fleur. Parfois, il regrettait que nos échanges bondissants, joyeux, sans conséquence mais non sans ressort, se perdent et il suggérait que nous les enregistrions. Je l'ai fait à 2 reprises avec le micro de mon téléphone.
Je ne suis pas encore prêt à réentendre, mêlée à ma voix sourde et brouillonne, sa voix claire, joyeuse, souvent malicieuse, avec un peu de gravité quelquefois. Chaque semaine filtrée par ce rendez-vous du samedi, boostée par l'oxygène des retrouvailles, avait une saveur sans égale. Je repartais vers mes travaux et mes plaisirs, en sachant que là s'élaborait une sorte de roman de l'existence ordinaire, de la vie telle qu'on en rêve parfois. Cette vie-là se dissipe. Si je voulais le retrouver cette ambiance un an plus tard, un an après la perte la plus cruelle de l'amitié, si je voulais, à cause du souvenir, affronter la place vide à notre table habituelle, j'en serais empêché par les radiations du réel. Le café de l'atelier a fait faillite. On a barricadé les portes, démonté le comptoir, bazardé les chaises et les tables. Juché sous la pointe des pieds, par-dessus les peintures du blackout, je regarde à l'intérieur, je vois la salle vide, déserte pour toujours. Voilà. Donc ça, c'est un récit où je raconte la fin d'une amitié, pas la mort d'un des deux amis. Je résume en donnant une succession baroque, quelques-uns des thèmes des conversations. Et puis, à quelque temps de là, le texte lui-même ayant été écrit il y a un peu moins d'un an, à quelque temps de là, ce que j'appelle, faute d'un meilleur terme, le déclenchement poétique. Tout d'un coup, est-ce en me promenant, ou est-ce à la table en me souvenant que je me promène dans ce quartier et que je repasse devant le café vide, hein, est-ce le matin ou le soir, est-ce mémoire ou vision, hein, quelque chose est là. Et alors, j'ai écrit, si je peux vous proposer le contrepoint, le poème de l'atelier. Alors, on ne reconnaîtra rien en termes d'évocation, mais peut-être reconnaîtra-t-on quelque chose en termes d'ambiance ou de circulation. Pluie serrée sur la nuque, on s'engouffrait dans les feuillages, fracas de tramway sous le bout des doigts, ce souffle, cette mémoire longue, ce fil tendu à la limite du regard. La preuve existe que le soleil est une fable, l'intérieur du café baigne dans le radium, paravent de l'été, cimetière frémissant, avec l'ouverture des nuages. Matin glacé, le ciel est fermé aux nuances, la pianiste dort, le clavier se pavane, le signal a fonctionné pour rien. Le mendiant qui s'appuie à deux mains sur le vide se reflète dans la vitrine sans teint, au milieu des dépouilles de la rue. La rouille sur la table où m'attendait le scaphandrier solaire émet son morse minuscule qui résiste encore à la nuit. Je n'ai plus besoin du néant, le navire a cessé d'émettre, coupé ses machines, ouvert ses vannes et gît au fond de l'océan. Le camion d'ammoniac s'enfonce dans l'ombre, le trottoir a du mal à se recomposer, la présence disperse le chant des oiseaux, le pas lent qui s'attarde porte le glaive de l'amitié. Donc, c'est un grand mot, il n'y a pas de donc qui tienne, mais ainsi, la machine évocatoire en moi est revenue deux fois, une fois sous la forme du petit récit que je vous ai lu il y a un instant, et une autre fois, différemment, presque évidemment semblable et reconnaissable pour moi, mais presque différent et incompatible à distance. Là, il y a ce café, il y a ce trottoir, il y a cette vitrine vide, il y a l'intérieur, il y a la présence de l'ami quand il est vivant, il y a son absence quand il est mort, il y a les bruits de la rue qui prennent une dimension singulière, il y a le côté naufrage, il y a tout ce quartier qui tout d'un coup semble sous l'eau comme un quelconque Titanic avec ses salles à manger, ses fastes, ses cabines, etc. et qui maintenant n'est plus que masse engloutie. Et il y a en même temps l'espèce de retour de jouvence qui fait que on marche encore et que la parole porte la mémoire, le souvenir, la vie, l'avenir, la promesse, le prochain rendez-vous qui ne viendra pas et qui est non seulement annoncé mais accompli. Voilà ce qu'on pourrait dire, car faire entrer dans sa propre salle des machines n'est évidemment pas facile, mais pour inciter aussi, vous qui m'écoutez, à nous poser la question suivante, c'est vers où on va, vers où va-t-on quand on veut aller vers la poésie, quand on veut la retrouver.
Je pense évidemment qu'en termes, on va vers une certaine forme d'écriture, comme ce poème que je viens de vous lire, qui coupe les raccords, qui les supprime, qui les interdit, et qui pourtant, ça je crois qu'on l'entend, est une continuité. Ça ne parle pas de mille choses, ça ne parle pas de vacances sous la neige ou que sais-je. Ça parle réellement de ce quartier, de ce lieu, de cette absence du présent, du passé, hein, en essayant de ne pas le raconter, hein, péché suprême de la poésie, de ne pas l'expliquer, crime suprême de la poésie, de ne pas le commenter, monstruosité suprême de la poésie, mais simplement de l'évoquer, de le rendre possible et de le mettre là comme des petites pièges à lumière ou à papillons, que sais-je, pour que vienne se prendre non seulement le souvenir de celui qui écrit le poème, mais aussi, si possible, parce que toutes nos expériences sont semblables, hein. La célèbre phrase de Descartes, « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée », veut dire ça. C'est que, au fond, comme nous établissons tous des rapports de cause à effet entre les événements de notre vie et des rapports de simultanéité entre les moments de notre vie, nous avons ce bon sens qui nous permet toujours d'établir un rapport entre ce qui se passe, ce que nous pensons et ce que nous sommes. C'est ça le bon sens. C'est pas la bonne jugeote dont nous savons bien que ça, elle n'est pas la chose la mieux partagée. Mais ce rapport-là au réel, tout le monde nous l'avons. Et ce rapport-là à l'expérience humaine, tout le monde l'a. Et donc cette impression qu'un poème, s'il n'est pas tout à fait à côté de lui-même, dit des choses qui sont des signes qui attirent le signe correspondant du lecteur d'autrui, hein, et qui l'amène à se dire non pas mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, peut-être ça aussi, mais moi aussi j'ai l'amitié, l'amour, le souvenir, la lecture, la mémoire, l'enfance, le sang, le sexe, que c'est moi aussi, ce sont les choses les plus fortes et les plus graves de ma vie, hein, et non pas le n'importe quoi du peuple des fourmis. Au fond, ce que la poésie propose, c'est le maintien de l'expérience individuelle. Ce que la poésie propose, si on veut l'élargir à une dimension sociologique, c'est le contraire de la ruche, le contraire de la termitière ou de la fourmilière, hein. C'est un dispositif de l'esprit, un rapport au monde et à autrui, qui fait qu'on est tous singuliers et on communique sur quelques points forts et on diverge sur la sensibilité à ces points forts et à ces points faibles de l'existence. Je pense que nous sommes dans une société qui, sans le dire, sans que personne, je ne crois pas qu'il y ait un grand méchant maître du monde quelque part, mais sans que personne le dise, sans que personne ne l'assume, une société qui peu à peu organiserait, c'est ça la différence entre globalisation et mondialisation, organiserait de manière globale l'existence humaine en termes de cohérence de production dont la ruche ou la fourmilière serait le modèle implicite, hein. Et on pourrait dire à ce moment-là que, je sais pas moi, Bill Gates est le modèle de la reine des abeilles, quoi. Les choses s'organisent pour tourner autour d'elle au niveau planétaire. Je ne vais pas me lancer dans cet aspect-là, mais en revanche, je maintiens que la poésie est la réponse individuelle à l'énorme mouvement de pression et d'impulsion qui vise à nous niveler, à nous transformer en personnes éprouvant des émotions organisées et pas des émotions singulières, hein. C'est clair, je lisais encore tout à l'heure qu'à Singapour, je lisais ça sur mon téléphone dans le tram qui, soit dit en passant, est resté en rade pendant un quart d'heure, d'où mon léger retard, qu'à Singapour, il y a maintenant des robots qui circulent dans les rues et qui analysent et qui sanctionnent les comportements déviants des gens. Or, je ne sais pas ce que c'est un comportement déviant, mais je sais que la poésie est déviante, je sais que l'amour est déviant, je sais que la liberté est déviante.
Donc, c'est pas. Il y a des gens qui sont tellement faibles d'esprit qui se disent, moi, je peux être transparent, je n'ai rien à me reprocher. C'est pas à moi que ça s'adresse cette surveillance, etc. Mais bien sûr que c'est à chacun d'entre nous que ça s'adresse. Que bien sûr que la lutte contre la fraude fiscale ou contre la criminalité ou contre la pédophilie ne sont que des moyens transitoires de s'adresser à chacun de nous en tant qu'être soumis à la machine du monde. Je crois que la poésie, aussi de ce point de vue-là, sans jamais faire la politique, surtout parce qu'elle ne fait pas de politique, elle ne se mêle pas d'idéologie, la poésie est résistance. Elle est résistance parce qu'elle renvoie à ce que nous avons de meilleur entre nous, en nous, et entre nous aussi du reste. Paul Valéry définissait l'amitié d'une manière que je trouve sublime. Il l'a défini ainsi: l'amitié, c'est le partage de tout ce qui est supérieur. Cette définition-là qui m'émeut, surtout quand on pense à la merveilleuse intelligence de Valéry, elle pourrait s'appliquer à la poésie. Si je devais dire aujourd'hui ce qui réunit les amateurs de poésie, les amateurs de poésie du monde, pas forcément de livres de poésie, je dirais que c'est cette aptitude ou cette option pour partager à quelques-uns, le plus nombreux possible, mais forcément quelques-uns, ce que nous avons de supérieur. C'est parce que l'être humain n'est pas un mammifère comme un autre. À certains moments, dans certains cas, il produit, je pense parce qu'il est construit pour ça, parce qu'il a un système de mémoire longue, d'organisation, de lissage du temps, un développement du cervelet, enfin on pourrait anormal, on pourrait définir les causes, hein, mais il est celui qui ne se révèle que dans les moments d'intensité. Je crois que nous sommes, chacun d'entre nous, humains une fois pour toutes, mais dans les moments où nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Et la poésie est une sorte d'appel d'air, de cheminée pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il ne faut pas croire, que, vous l'avez déjà remarqué, c'est une remarque que je fais souvent et que peut-être j'ai déjà fait à certains d'entre vous, que quand on dit d'une action quelconque, ça c'est tellement humain, c'est toujours une bassesse. On ne dit jamais c'est tellement humain parce qu'on a écrit, je sais pas, les variations Goldberg, hein, si on est bac, hein, mais c'est toujours, on a trahi, on a menti, on a dénoncé, on a piqué dans la caisse, mais c'est tellement humain. Mais peut-être est-ce tellement humain, mais c'est le côté le moins intéressant de l'humanité. Ce qui me semble, moi, réellement tellement humain, c'est d'avoir écrit les variations Goldberg ou la recherche du temps perdu, ou simplement, dans nos propres vies, d'avoir été, pour une fois, généreux pour rien, juste pour le vertige de donner sans attendre en retour, hein, ou ce genre de choses. Ça, à ce moment-là, ça, vraiment, c'est terriblement humain et à l'exclusion de toute autre espèce, animale ou extraterrestre. Et la poésie nous rappelle que cette aventure humaine, c'est l'aventure du dépassement. On ne va pas aller plus loin, on est en petit comité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était un peu ma tournée d'adieu puisque c'est la dernière conférence, mais nous aurons d'autres occasions, j'en suis sûr, de nous revoir. Et si l'un d'entre vous, vous êtes si peu nombreuses que ça s'adresse à personne en particulier, mais si l'un ou l'une d'entre vous veut poser des questions ou poursuivre à terme un contact ou quoi, par l'entremise de la bibliothèque d'Erich Clair, on connaît mes coordonnées, on peut donner mon adresse mail et on peut me joindre à tout moment. Comme nous sommes dans un petit comité, ça me permet de dire, à juste titre, je réponds toujours. Hein. Alors évidemment, si on est une rockstar qui représente le public de Forêt Nationale, on ne répond pas toujours à tout le monde tout de suite. Ici, je peux encore me permettre de le faire en attendant d'être dépassé par l'avenir qui nous attend tous.